En tout cas, les tatéo. Donc, aka horéa, aka taoufe. Aka voté mogo miye, mi me seka jamanado. Neta foko ne kelendo de. Candidat nous tela abe ko kube malife. Nte candidat chineni, nte na kuma jugufo. Aw de bena jatemine ke na ye min sugandi ne kon ko ni min sugandira ne ba deme. Ni ne do to kan deme. Donc comment min bene fo kanga campagne introduction ke parce que introduction de be ko chalao. Sini kene be nebe kuma be dine ma télévision law. Nous ye kuma dine ba nebe na be wala ka fo yo abena me. Mbafo bamana kana mbafo koroboro kana ndise kuma minu na fana ne ka porte parole bena befo o kuma ula pour que malien be ka famu pour que o ka président ta parce awya aye familia ke kanate comme ubafo ko malien confunde ou bena wari duma ko hakilisho en katlonge ke dron katu la voter menembe fe ndo nyina ofe be katika carte ninata parce hali na ubafe kamugo minta na utese ka voter abe mone do awere la be katika kartuta ni vote do sera ebe se ka mogo la convaincu kata la voter o drone be mone bo mogo la donc ne ka kuma barkamaw de ni mais comme en be jamana mina c'est une région de Sikaso région ani Kuchala cercle ambe do awuke sungalo mimbena ani samia wati mimbena ala ku nogoya senekelauma ala ku nogoya maliuma ka sene irwa ka ko nogoya mali bema balawu mimbe koronfe ala ka aba mais burga ka ban fanga joyora la ka kele minandi nga armée ma ka armée bonya ku sutura anga tege nyoma ko ke ni sene yiri wala ni armée sigira kanye kele minon dirama président sigira malien be yituba ko ka ke président nyuma e ka soutenir ni hakili nyuma bala ala be kono ya malima parce que mi an kishi Douaoude Malikishi. Minu yuka avion ta kanaka fo kulube na Mali deme. Kanunu bombarder. Ulude te ku soutenir si sa kidalwa. Donc Douaoude Malikishi. O Douaou mba fe ko Douaou keleke. Ka seneriwa ka fangandi anga soldat suma. Ka présidence nyuma sigi Malikuna. Mimi se ka Mali la bara. Hakito bara sallallahu alaihi wasallam. Animation. Et il va ko organisation mogo ko kuma min fora ka fora bamanakana ko journaux chaman be télévision chaman be journaliste chaman be do yerebe min bora jamana werela o bafo ko presse internationale ou connaît ka kuma ka yelema doni ka fo tubabukana donc minute tubabukana abe haketo mena résumé que pour que les journalistes ka se ka famu. Mesdames et messieurs, les populations de Kuchala, j'ai commencé par expliquer pourquoi je suis venu lancer ma campagne à Kuchala. J'ai dit que j'ai une dette que je dois payer à Kuchala. Parce qu'au moment de créer le MPR, parmi les hommes qui se sont arrêtés à mes côtés, il y a deux fils de Kuchala. Sungalo Dambele et Adama Koulibaly. C'était en 1993. Aujourd'hui, ils ne sont pas de ce monde, ils sont décédés. J'ai voulu venir rendre grâce à Dieu, grâce aux populations de Kuchala.
et demander leur bénédiction et leur dire que le MPR et son candidat ne sont pas des ingrats. Et si Dieu leur donne ce qu'ils cherchent, les populations de Koutiala ne le regretteront pas. J'ai expliqué aussi qu'il y a beaucoup de candidats qui vont venir faire campagne cette année. Il y en a qui vont venir dire « Je vais créer 200 000, 300 000, 500 000, 1 million d'emplois ». Il dit qu'au Mali aujourd'hui, le premier souci des Maliens, c'est d'abord leur sécurité. Concernant Koutiala, j'ai rappelé aussi que c'est le cercle où le MPR a le plus grand nombre d'élus, le plus de députés, le plus de conseillers. Et donc, notre parti a une dette à payer à Koutiala. Ce n'est pas parce qu'on néglige les autres cercles, mais même dans une même famille, un père, vous aimez tous vos enfants, toutes vos filles. Mais celui qui travaille, il l'encourage pour que les autres cherchent à être comme lui. On veut que toutes les sections du Mali travaillent pour être comme, sinon plus que la section de Koutiala. Je disais donc que tous les candidats qui vont venir vous parler de ce qu'ils vont faire, il faut leur dire que la première préoccupation des Maliens aujourd'hui, c'est leur sécurité. Ce qui nous est arrivé en 2012, les descendants des grands empires, des royaumes du Ghana, du Mali, du Songhai, des royaumes Bambara, Peul, Toucouleur, les descendants de ceux qui se sont trouvés mis en état d'esclavage. En 2002, par un groupe de moins de 500 bandits. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé au Mali? Eh bien, le peuple malien a été trahi par son élite. L'armée malienne a été trahie par l'élite. Certains se moquent de l'armée en disant que les militaires ont fui. Les militaires maliens n'ont pas fui. Les gendarmes n'ont pas fui. Les gardes n'ont pas fui. Les policiers n'ont pas fui. Ils ont été trahis. Parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de se battre. Ils ont été trahis. Parce qu'on a mis les ennemis dans leur rang. Ils ont été trahis. Parce qu'on a donné des facilités à leurs ennemis qu'on ne leur a pas donné. Ils ont été trahis pendant 20 ans, on ne les a pas équipés. Ils ont été trahis parce qu'on a instauré l'indiscipline dans l'armée. Ils ont été trahis parce que les pouvoirs politiques savaient que l'armée avait des problèmes d'équipement, de formation, de discipline. Mais il ne les a pas résolus. L'armée, c'est un instrument de travail dans les mains du pouvoir politique. Quand votre instrument n'est pas entretenu, n'est pas rénové, n'est pas renouvelé, n'est pas entraîné, cet équipement ne sert plus à rien. Donc l'armée a été trahie, le peuple a été trahi par l'élite. Quand je l'ai dit, certains m'ont conseillé à Bamako de ne pas tenir ce discours parce que j'aurais beaucoup d'ennemis. J'ai dit, c'est ceux qui ne veulent pas la vérité qui seront mes ennemis. Le peuple malien dans sa majorité veut savoir la vérité. Il faut que la classe politique fasse son autocritique. Peut-être nous-mêmes on a une certaine part de responsabilité là-dedans. Mais tant que la classe politique ne dit pas qu'elle s'est trompée, elle a trahi le Mali et qu'il faut chercher la solution, tant qu'on ne le fera pas, on n'aura pas diagnostiqué le mal. Et la plaie ne se cicatrisera jamais parce qu'il y a le puits là-dedans. C'est pourquoi nous avons expliqué dans notre document de projet qui va être distribué à tous les Maliens que notre combat, le premier, c'est de restituer l'honneur et la grandeur du Mali. L'honneur et la dignité du Mali, c'est ça notre slogan. En quoi faisant? En restaurant l'armée malienne, en restaurant ses forces de sécurité, en restaurant son administration, en restaurant sa diplomatie, en restaurant son école. J'ai expliqué aussi que nous sommes un pays religieux. Tous les Maliens sont croyants. Celui qui n'est pas musulman et chrétien ou protestant, ou les religions traditionnelles.
la religion doit occuper une place de choix dans le travail de l'État. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Parce que si nous ne le faisons pas, les frustrations que le monde musulman, particulièrement, engendre, vont créer une situation de repli sur soi. Ces frustrations vont exposer notre jeunesse à des extrémistes qui pourraient venir et chercher à la manipuler. Et c'est pourquoi j'ai pris l'engagement que si je suis président de la République du Mali, nous aurons un ministère spécial chargé des questions de culte et de la foi. Nous ne sommes pas un État théologique, mais il faut que les questions de religion et de foi soient traitées comme des questions politiques. Au même titre qu'on traite les questions de l'école, de l'agriculture, de la diplomatie, de l'armée. Il faut que nos chefs religieux, les enseignants dans les langues religieuses, dans les langues arabes, il faut qu'ils aient la considération due à leur nombre, à leur apport à la société, à leur intelligence. Chaque fois que ça ne va pas au Mali, lorsque tout le monde est troublé, on va chercher les chefs religieux, on va chercher l'imam, on va chercher Monseigneur, on va chercher le pasteur. Chaque fois que ça ne va pas, mais dès que ça marche, on dit non, la religion et la politique n'ont rien à voir, c'est pas votre affaire. Nous disons non. Les questions de foi et de religion seront désormais traitées comme des questions éminemment politiques par le gouvernement. Ça va mettre notre pays à l'abri des extrêmes, des extrémistes. J'ai indiqué aussi que dans notre diplomatie, il y aura des changements radicaux, notamment dans les nominations. Nous sommes le seul pays qui n'envoie pas d'arabophones dans les ambassades des pays arabes. Eh bien, on va y mettre fin. Je ne dis pas que tous les ambassadeurs, tous les diplomates seront des arabophones, mais l'exclusion dont sont victimes les arabophones va être lui passée. Nous allons y mettre fin. Ils seront traités comme tout le monde. J'ai expliqué aussi qu'après la sécurité, il nous faut une école. L'école qui forme l'homme de demain. Pas une école qui forme seulement des fonctionnaires et des chômeurs. Après ça, il faut s'occuper de la femme. S'occuper de la femme, c'est quoi? C'est pas de polémiquer le genre, la parité, les droits des femmes. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de donner à la femme les moyens de son indépendance économique. Les femmes qui font du commerce, il faut les aider. Celles qui font l'agriculture, il faut les aider. Celles qui font l'élevage, il faut les aider. Parce que quand le mari n'est pas là, il faut qu'elle puisse le remplacer, qu'elle prenne la famille en charge. Il faut donc que la femme ait les moyens économiques d'être un membre à part entière de la famille, du couple. Qu'elle puisse aider son mari, qu'elle puisse aider ses enfants, qu'elle puisse prendre en charge son mari en cas de nécessité, ses enfants. C'est ça la vraie liberté de la femme. Une fois que cela est fait, il faut s'occuper des jeunes. Une femme, quand ses enfants et son mari sont malheureux, elle préfère elle-même être malade que voir son mari et ses enfants malades. Et donc, il faut que leurs enfants, le gouvernement s'en occupe. Mais pas en voulant créer, en promettant que tout le monde devienne fonctionnaire. Ce n'est pas vrai. L'État doit créer les conditions pour que chaque citoyen, en fonction de ses capacités, puisse travailler et vivre du fruit de son travail. Celui qui veut faire l'agriculture doit être dans les conditions, avec des engrais, des tracteurs, des canalisations pour qu'il puisse travailler. Celui qui veut faire le commerce, il doit pouvoir le faire. Celui qui veut aller dans l'industrie, il doit pouvoir le faire. En un mot, créer les conditions de l'épanouissement de l'homme par lui-même. Pas un assisté du gouvernement, mais un travailleur qui travaille pour se libérer à partir de ses initiatives créatrices. Voilà notre vision d'ensemble des choses. J'ai résumé en français. Je vous remercie pour votre aimable attention. Sisan an bɔra ka
anga candidat dakure demano mba fe ka fo sisa kam mba fe ka sira di foli galoma o ka fieni bon se ko ka naga mo De lancer. Ok, voilà. Je crois qu'ils sont en train de le faire. Vous venez de lancer la campagne à Koutiala et plusieurs questions sont évoquées sur la sécurité, l'économie, bien d'autres. Alors, parlant de l'économie, que comptez-vous faire concrètement par rapport au secteur de l'économie? Je pense que la campagne de cette année se tient dans un contexte très particulier. Ce contexte particulier se caractérise par deux situations. D'abord, l'occupation de notre pays par une horde de moins de 500 bandits qui, au nom d'un islam d'un autre âge, ont mis près de 3/4 de notre pays en état d'esclavage. Et cela consécutivement à la débâcle de notre armée. Le deuxième élément caractéristique de cette période, c'est le coup d'État du 22 mars 2012 et ses conséquences sur l'ensemble de l'organisation et le fonctionnement institutionnel, politique et administratif de l'État. Ce contexte particulier dans lequel nous abordons les élections impose une approche toute particulière cette année, qui est forcément différente
de ce qui aurait été l'approche si les élections s'étaient passées en temps normal. Et c'est pour ça que nous avons indiqué au lancement de notre campagne, nous continuerons à le développer pendant toute la campagne. La priorité des priorités, c'est d'abord restituer au peuple malien son honneur et sa dignité. Pour restituer l'honneur et la dignité du peuple malien, j'ai proposé, j'ai expliqué, j'ai exposé ma vision d'un Mali nouveau et j'ai pris des engagements. Ma vision du Mali nouveau repose sur un certain nombre de piliers, d'actes, d'actions concrètes qu'il faut poser, dont le premier, par ordre, est d'abord de rebâtir l'État malien. Rebâtir l'État veut dire restaurer son autorité, remettre son armée dans les conditions d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire et à ses frontières, de donner à notre armée les moyens de riposter à tous ceux qui oseront porter atteinte à notre sécurité, à notre intégrité et dissuader ceux qui pourraient en avoir l'intention. Pour ce faire, l'armée doit être remise dans les conditions de travail, d'équipement, d'organisation, de discipline, de formation, pour qu'elle soit une armée digne de ce nom, une armée moderne. Monsieur le Président, puisque on a toujours parlé par rapport à l'armée, on a toujours parlé des questions de moyens. Puisqu'il n'y a pas de moyens, comment vous allez faire pour mettre l'armée dans ces conditions? Vous savez, les gouvernements qui se sont succédés ces 20 dernières années ont eu plus de moyens que tous les gouvernements de l'histoire du Mali. Donc ce n'est pas un problème de moyens. C'est une question de choix politique, c'est une question de volonté politique, c'est une question de doctrine, c'est une question de conception de l'État. Je reviens à mon raisonnement pour dire que pour restituer au peuple malien son autorité, disons sa dignité et son honneur, il faut rebâtir son armée. Une fois l'armée rebâtie, le Mali sécurisé, viennent les questions d'organisation de la société. L'économie doit être au service du citoyen. Il s'agit de remettre l'économie en marche et faire face à la demande sociale. Toutes les questions sociales qui sont posées. Ensuite, remettre notre administration en marche pour qu'elle soit au service du citoyen. Ensuite, remettre notre école en marche. L'une des meilleures écoles de la sous-région, sinon du monde, qui est devenue la dernière, exactement comme notre armée, qui était la plus puissante il y a quelques années dans toute l'Afrique occidentale francophone. Cette armée qui disposait de plus d'une trentaine d'avions de combat, qui s'est retrouvée sans moyen de défense face à 500 bandits. Une fois que ces questions sont résolues, de sécurité, de justice, de bonne administration, de l'école, nous passerons à l'organisation économique de la société pour faire face à la demande sociale et naturellement à nous occuper des questions de la femme et des jeunes. Voilà ma vision autour de quoi elle est bâtie. Maintenant concrètement, j'ai pris des engagements. Ces engagements s'articulent aussi sur un certain qui découle de la vision, s'articulent autour d'un certain nombre de points que je ne peux pas citer intégralement ici. Il y a un document, j'ai un livre que je vais publier à ce titre. Je vais simplement dire un certain nombre de choses. Je me suis engagé, je l'ai dit et écrit, à faire en sorte que l'armée malienne ait les moyens matériels, financiers, organisationnels, de formation pour faire en sorte que personne n'imaginera s'attaquer au Mali, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Leurs conditions de vie et de travail des hommes qui sont dans le domaine de la sécurité et de la défense seront prises en charge. Nous créons les conditions pour que l'État exerce ces deux attributs les plus importants, la force et le droit. La force pour riposter
et dissuader quiconque veut s'attaquer à la sécurité et à l'intégrité des Maliens. Et le droit pour protéger tous les citoyens contre toutes les agressions, contre tout ce qui peut être de nature à l'empêcher de travailler et vivre paisiblement. Une fois ces deux éléments assurés, nous travaillerons, et j'ai pris ces engagements, à faire en sorte que l'agriculture soit parmi les top priorités de notre gouvernement. Faire en sorte que la politique agricole, qui était bonne ces dernières années, qu'on la continue. La loi d'orientation agricole, c'est une loi stratégique qui a été adoptée. Personnellement, je m'y reconnais là-dedans. Il faut donc continuer sur cette voie, à augmenter les aménagements hydro-agricoles, à créer les facilités pour les paysans, pour avoir accès aux engrais, à faire des tracteurs, faire la mécanisation agricole, qui sont des choix qui ont été pris ces dernières années. Je pense qu'il faut les approfondir. Il faut s'occuper de l'école. En quoi faisant? En repensant l'école. Il ne s'agit pas de faire des séminaires pour distribuer des per diem. Il s'agit de repenser en se posant la question, est-ce que l'école que nous avons, c'est celle-là qu'il nous faut? Je pense que non. Nous avons pris l'école coloniale, qui était une fabrique de fonctionnaires. Nous avons un régime socialiste qui a conçu l'école effectivement pour produire des agents de l'État. La situation a changé aujourd'hui. Il faut une école qui produit des citoyens responsables, autonomes, indépendants, qui ne vont pas à l'école pour être fonctionnaires. L'école doit ouvrir la vie aux hommes. L'école ne doit pas être une fabrique de chômeurs. Quand les gens finissent leurs études, leur premier souci doit être comment je crée mon entreprise. Qu'est-ce que je dois aller faire dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le commerce, dans l'industrie. Et non pas dire comment je vais être fonctionnaire. Tant qu'on mettra dans la tête des gens qu'ils doivent être fonctionnaires, on ne résoudra rien parce que de toutes les façons, l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Et donc, il faut repenser l'école. Il faut prendre en charge de façon fondamentale la problématique de la femme. Pas sous la forme polémique actuelle. Les genres, la parité, les droits de la femme, jeunesse. Il y a tellement de termes. La question de fond, c'est de faire en sorte que la femme malienne ait son indépendance économique. Quels sont les moyens de garantir ses revenus? Que si son mari est défaillant ou même si il peut servir qu'elle soit à côté de lui pour produire les deux pour la famille. Si son mari est défaillant ou il est malade, qu'elle puisse le remplacer, qu'elle puisse prendre ses enfants en charge, qu'elle puisse être complémentaire de l'homme dans la famille, de par le travail dans l'éducation des enfants. La question de l'égalité, c'est un faux débat. Dans la famille, chacun a son rôle. Les enfants ont besoin d'une mère pour les éduquer. Le père ne peut pas faire le travail de la mère et vice-versa. Donc la complémentarité